pour beaucoup d'entre vous, on se retrouve, en effet, annuellement. Pour d'autres, bon, ça sera la première fois. Avec un cinéaste tout à fait admirable, Tarkovsky. Euh, Cinéaste qui a démarré dans les années 60, 62 pour être plus précis, en tout cas pour moi, puisque c'est là où je l'avais rencontré au Festival de Venise, où il était venu présenter, en compétition d'ailleurs, l'enfance d'Ivan, que vous devez voir demain, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, il avait évidemment réalisé ce film Andrei Roblev que vous venez de voir. Avant, il avait tourné un film de fin d'études que vous avez pu voir tout à l'heure et que j'ai vu d'ailleurs pour la première fois avec vous, qui est un peu différent de l'écriture très, très personnelle de Tarkovsky, qui est une écriture à tout niveau, qu'elle soit de cinéma, qu'elle soit de construction scénaristique, dramatique, des personnages, de la lumière, bref, de toutes les possibilités qu'offre le cinéma, et qui déjà s'est manifesté dans son premier long métrage, donc L'enfance d'Ivan, et qui alors dans ce film aussi éclate d'une façon magnifique, sachant pertinemment que c'est un cinéma qui n'est pas forcément facile pour le spectateur, pour une raison simple, c'est que, alors que dans son court-métrage, il jouait ce jeu-là, c'est-à-dire quand même l'histoire qui se développe à partir d'un ou deux personnages. Ici, ce n'est plus de ça du tout. Il y a un personnage, normalement central, et ce personnage central est quasiment mis out. Il est là et il n'est surtout pas là. Et à ce moment-là, tout ce qui intéresse le film, c'est ce qui se passe autour. Autour, c'est-à-dire les alentours du monde, les alentours de la vie, les alentours de la vie non seulement de l'histoire, puisqu'ici nous sommes dans une période historique assez précise, qui est celle de la naissance de, je ne dirais pas encore de l'Empire russe, mais en tous les cas disons de la nation russe, puisque les années 1400, c'est réellement le début de la Russie, et tous les drames de l'époque. Enfin, ceci étant dit, il n'y avait pas qu'en Russie. Si on connaît les années 1400, qu'elles soient européennes, on est à peu près dans dans le même climat que la Russie connaissait à l'époque. Je vous rappelle évidemment que, comme vous avez pu le constater, Roblev, c'est un contemporain de Van Eyck, de Uccello, de Piero della Francesca, c'est-à-dire 1400, 1420, des années que vous connaissez tous parfaitement par cœur, puisque vous connaissez l'histoire de la peinture et l'histoire de l'histoire, tout à fait incorporée dans votre propre culture. Bien, donc, ce qui est magnifique chez Tarkovsky, c'est cette façon qu'il a de travailler le cinéma d'emblée considéré comme un art entier, qui est entièrement orgueilleux de ce qu'il est, qui n'a donc pas à faire la moindre concession à quoi que ce soit, et à commencer même par le spectateur. Le spectateur est là pour entrer dans le cinéma. Le cinéma n'est pas là pour verser ou déverser sur lui ce qu'il a à lui dire. Donc à vous d'entrer, à vous de comprendre, à vous d'accepter que l'art, c'est aussi une façon de revoir le monde, l'univers et l'humanité dans cet univers. L'humanité dans cet univers qui devient en effet le sujet principal de toute l'œuvre de Tarkovsky, parfaitement lié, lui, à sa propre époque, c'est-à-dire au stalinisme ou post-stalinisme, c'est-à-dire donc le communisme. Je répète, il commence vraiment en tant que cinéaste dans les années 60, et bon, là, Staline est mort, Khrouchtchev est arrivé. Il n'empêche que la pensée matérialiste, marxiste, l'emporte, et il y a chez lui, fils d'un très grand poète russe, Tarkovsky aussi,
une sorte de contestation qu'il est, non pas le premier, mais l'un des premiers à faire ressentir dans la Russie de l'époque, et donc à contester cette toute-puissance du rationalisme matérialiste, et donc le retour et l'acceptation de ce retour au passé même de la Russie, c'est-à-dire à son passé, je ne dirais pas chrétien, quoique ce soit le cas, car il y a quand même quelque chose de très orthodoxe chez Tarkovsky et qu'il revendiquera au fond toute sa vie. Et c'est pas pour rien que quelques années plus tard, enfin à partir des années 80-85, il va quitter, être exilé de la Russie et finira sa vie, entre autres en Suède, où il mourra, puisque je crois que c'est en Suède qu'il meurt, je ne sais plus très bien où il meurt. Mais il ne retournera plus, il sera donc un exilé de la terre russe, alors que cette terre russe est quelque chose qui lui est très profondément et consubstantiellement, on n'avait qu'à comprendre, lié à sa nature et à sa pensée et surtout à sa poésie. Alors, quand on voit le film sous cet aspect-là, c'est un film extrêmement passionnant, parce que déjà, il a le culot de dire, bon d'accord, je vais vous parler d'Andreï Roublev. Andreï Roublev, c'est le grand peintre de l'icône russe, celui que tout le monde admire dans le monde entier. Et donc, on va faire un film sur un peintre. Regardez bien et réfléchissez à votre connaissance de l'histoire du cinéma, vous verrez aucun autre film qui vous parle d'un peintre, mettons que ce soit Van Gogh ou d'autres peintres, aucune importance, où on ne voit pas le peintre peindre. Au contraire, ici, vous ne le voyez en aucun cas peindre. Vous le voyez avec des problèmes, en revanche, de peinture, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais représenter, l'angoisse de cette représentation. C'est-à-dire, en d'autres termes, le monde dans sa villénie par rapport au monde tel que je voudrais le représenter, tel que ma foi me demande de le représenter, c'est-à-dire un monde christique où tout est amour, où tout est universalité humaniste, et alors que le monde est une chose assez terrible. Alors quand vous regardez déjà le film comme ça, vous vous rendez compte qu'il y a un sujet extrêmement intéressant qui est aussi, le problème que se pose tout artiste. Qu'est-ce que je fais en art? De quoi mon art doit-il parler? Qu'est-ce que l'art doit procurer aux autres? Qu'est-ce qu'il est fait? Pourquoi est fait un art? C'est-à-dire si ce n'est que pour élever. Élever, c'est-à-dire, première partie du film, le ballon. Pourquoi on s'élève? On s'élève à partir de quelque chose qui a été déjà donné au moment du générique, qui est une cloche. Et donc on commence par une cloche. Donc on doit passer par l'élévation. Et ensuite, tout le film va être une sorte de manifestation de la non-élévation de l'espèce humaine pour atteindre à la fin maintenant une élévation qui est faite non plus par une espèce de rêverie où on gonfle un ballon comme si on avait déjà gonflé un ballon en l'an 1400, enfin, supposons, c'est l'importance, mais que maintenant, au contraire, c'est par le travail, c'est par l'appropriation de la nature elle-même, et donc comment cette nature va pouvoir donner une cloche, c'est-à-dire un bronze qui va permettre d'élever, et vraiment d'élever l'âme. Si vous comprenez bien le système du film, vous avez percevé évidemment qu'il a une narration qui n'est pas celle du tout que vous attendiez sur l'histoire de M. Roublev, petit moine d'un monastère, comme le sera 50 ans plus tard un Fra Angelico, et dont on raconterait l'histoire. Non, ce dont il s'agit, c'est le propre même
de ce que se pose un artiste, et en particulier Tarkovsky, qui, de ce point de vue, est un artiste absolument volontariste, profondément individualiste, qui n'accepte absolument pas la moindre direction qu'on pourrait lui imposer, qui mène son œuvre comme il a envie de la mener, non pas envie dans le sens prétentieux, mais tel qu'il sent le besoin de la conduire. C'est pour ça que ce sont les films que vous allez voir aujourd'hui et demain, et en particulier le dernier film, Le Sacrifice, sont des films tout à fait stupéfiants parce que vous avez là un artiste qui a une telle conscience de l'immensité de son art qu'il n'y a plus à prendre quelque excuse pour l'exécuter. C'est une exécution qui doit être menée au bout. Si Tarkovsky est un cinéaste qui aujourd'hui, de plus en plus, devient important, c'est que quand il est venu, bon, bien sûr, ce film-ci que vous venez de voir l'a rendu très célèbre. L'a rendu très célèbre parce qu'il était tellement stupéfiant, ce film, bon, qu'il a peut-être pas forcément plu, mais il a beaucoup impressionné. Et donc, Tarkovsky est devenu le cinéaste russe qu'il fallait connaître, etc. Mais, par la suite, c'est un cinéaste qui a eu quasiment peu d'estime. C'est très, très intéressant comme parcours. C'est un cinéaste qui, à la fois, avait beaucoup d'argent, parce que bon, la Russie, de ce point de vue-là, du temps soviétique, c'était tout à fait spécial. Il y avait quand même une espèce de mythe de la culture qui faisait que la culture avait le droit à beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a longtemps que c'est disparu. Mais enfin, à l'époque, ça fonctionnait. Et Tarkovsky, bon, d'abord parce que son père était le grand poète, un immense poète. Je ne dis pas un immense poète, un vrai grand poète. Un des grands poètes de la Russie des années 1930-1940. Et donc, on le respectait. On sentait bien dans le monde du cinéma soviétique qu'il était un cinéaste important, mais il déroutait et au fond, de plus en plus, il va déranger, je répète, jusqu'au point où il va être obligé, enfin, il va être exilé et être obligé de quitter la Russie définitivement. Donc, ce cinéaste va se trouver en position très délicate par rapport à son propre métier. Et c'est tout à fait magnifique quand on voit ce film-là, de se dire que là, il a eu la possibilité de faire le film qu'il voulait faire. Et qu'il voulait faire, attention, pas du tout en faisant je vais vous plaire, vous spectateurs, ou vous bureau politique, enfin aucune importance, administrateur ou bureaucrate de la culture. Non, je ne vais pas vous faire votre film, je vais vous faire ce que, à mon avis, est le cinéma. Et donc, je vais vous faire du cinéma. Et un cinéma qui devient tout à fait étonnant, parce qu'il ne respecte plus aucune règle de ce qu'est le cinéma universel, pas seulement que russe. Voyez un film américain, remettez en 62 un film américain ou un film français face à ce film-là, on n'est pas du tout dans la même mesure, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc, ce qu'il fait, c'est un cinéma qui va travailler constamment pendant tout le film de l'avant-garde, sans avoir l'air d'y toucher. Et c'est une avant-garde tout à fait stupéfiante. Bon, je vous prends un exemple, parce que je pense que celui-là vous a quand même frappé. C'est l'exemple de l'arrivée des Tartares. Des Tartares. Bon. Admirable moment de mise en scène avec le massacre, etc., qui dure, bon, c'est une séquence qui dure plus de presque demi-heure, est une séquence stupéfiante. Rien que l'arrivée, c'est-à-dire avoir pris, en même temps, se servir du cinémascope, donc cet écran très large, se servir du noir et blanc par rapport à ce cinémascope. Donc, vous donnant
une espèce de jeu de rapport de lumière tout à fait très intéressant entre le noir et le blanc, mais d'un blanc qui n'est pas vraiment blanc puisqu'il est quand même lié à la nature. En même temps, d'abord aussi un fleuve, et l'idée du fleuve, l'idée de l'eau, mais ça on en reviendra, on en reparlera plus tard. Comment vous avez toute une équipe de militaires, enfin de cavaliers, qui sont là, et dans le coup on dit les Tatars arrivent. Bon, oh là, attention, ça va être la bagarre. Et ils arrivent d'un seul coup sur le champ, alors, et qui envahissent le champ, donc devant le fleuve. Comme si d'emblée, il devrait y avoir, si vous voyez bien un film, vous dites, attention, il va y avoir bagarre entre eux qui arrivent, qui viennent comme ça, qui sont rentrés dans l'écran, et ceux qui sont d'en face. Et d'un seul coup, il y a liaison, et là, à ce moment-là, s'il y a liaison, il y a forcément trahison. Et s'il y a forcément trahison, à ce moment-là, les conséquences. Les conséquences qui ne vont pas être développées sur tel personnage, mais des moments de cette invasion et de cette trahison. Et toute cette séquence n'est faite que sur des moments de choc sur qu'est-ce qui se passe dans un massacre d'innocents. C'est-à-dire, en d'autres termes, le peintre revoit ou est obligé de voir le massacre des innocents, qui n'a pas besoin d'avoir peint, mais il est tellement dans la pensée religieuse qu'il est dans l'idée de la guerre, l'idée du mal qui est liée à ce moment-là à tout l'autre sujet du film, qui est quand même le mal et le bien, tous les rapports avec le peintre Théophase, le maître. Premier rapport qui est très long, où Théophase dit à Andreï, de toute façon, l'humanité n'est que crime, n'est que meurtre, enfin, n'est que le mal. Et Andreï ne veut pas l'accepter. Il y a cette séquence où lui-même va maintenant être obligé de faire le mal, même si c'est pour faire le bien, c'est-à-dire de tuer. Et à ce moment-là, ensuite, il y aura le retour de Théophase, mort, avec qui il y aura la grande conversation, et où Théophase, etc. Et par exemple, cette séquence sur la mise en scène de ce dialogue, qui est évidemment monologue intérieur, mais dialogué, entre Théophase, c'est ça, et Andreï, si vous regardez bien, c'est fait de telle façon que c'est normal, c'est-à-dire que les personnages se déplacent, mettons Théophase est à droite, Andreï est à gauche, il y a un mouvement, Théophase passe à gauche, Andreï se retrouve à droite, et les caméras les prend comme ça, puis d'un seul coup, et brutalement, sans avoir l'air de rien, en plus avec un jeu de lumière où Théophase est beaucoup plus mis sur la blancheur, alors que Andreï est mis plutôt sur le sombre. D'un seul coup, Théophase est à droite, et d'un seul coup, il est à gauche, et d'un seul coup, il est à droite. C'est-à-dire, là, vous savez que vous êtes dans un rapport où la pensée est au-delà de l'histoire elle-même, elle est purement intériorisée, et à ce moment-là, le rapport, non pas au fantôme, bien sûr c'est un fantôme, aucune importance, mais très intériorisé, où est le mal, où est le bien. Et cette fameuse recherche qui d'un seul coup va occuper et angoisser totalement Andreï, qu'est-ce que je dois peindre? Je ne peux plus peindre puisque je ne peux peindre que le mal. N'oubliez pas qu'il a refusé de peindre le jugement dernier pour ne pas faire terroriser le peuple qui verrait le jugement dernier. Alors quand vous commencez à comprendre comment le film fonctionne, vous apercevez que vous n'avez plus l'histoire qui vous est racontée narrativement dans son développement rationnel et temporel, mais au contraire, vous avez une histoire entièrement racontée de l'intérieur, par l'intériorité,
pour vous faire pénétrer tout simplement dans ce qui est l'univers même et les préoccupations profondes, angoissantes du personnage d'Andreï, où est l'art, et il ne peut ou il ne pourra exprimer cet art que dans une sorte de communion absolue avec l'univers comme seule ressource à. L'univers étant évidemment pour lui représenté par le Christ. Un Christ qui n'est que humanité, et bonté pour l'humanité. C'est très intéressant, évidemment, c'est ce qui l'obligeait à ce moment-là, c'est d'une intelligence admirable au point de vue construction, c'est-à-dire de terminer par l'œuvre même de Roblev, et de terminer évidemment par la figure de Christ. Un Christ que, si vous regardez bien la façon dont il filme la peinture de Roblev, c'est très intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il filme autant au départ ce qui est le matériau même de la peinture, les bois plus ou moins pourris, etc., enfin la peinture plus ou moins effritée et tout le reste, et d'un seul coup aussi les grandes lignes. Et quand vous voyez les grandes lignes de la peinture, vous vous rendez compte que la peinture est faite sur la notion de transparence. Par exemple, si vous prenez les peintures justement italiennes de la même époque ou flamandes, nous sommes dans du réalisme. Ici, nous sommes hors réaliste, tout en étant réaliste, évidemment. Mais hors réaliste, on n'est que dans des lignes, des traits et une sorte de lumière picturale qui est liée à la notion de transparence. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est le monde est ailleurs. Voilà. Alors, oui, bon. Après, on peut parler de différentes choses du film, évidemment, l'humanité dans toutes ses leaders possibles, l'autre moine, Kirill, ou Cyril, enfin, que d'importance, Kirill, qui est l'envie, ne pas supporter que l'autre a plus de talent que... de ne pas supporter le talent de l'autre, ou le génie de l'autre, l'envie, et donc et tous ces personnages. Enfin, si vous prenez par exemple la première partie, c'est forcément la cloche. Il faut s'élever. Mais il ne faut pas s'élever comme un brave paysan qui gonfle un ballon et qui tombe comme un imbécile dans l'eau. Bon, déjà quand même le retour à l'eau. Deuxième séquence, c'est le fou, le fou fou clown qui finalement est pourchassé et met trop de liberté dans un univers où la liberté, malgré tout, est dominée par la religion. Donc la religion vient l'arrêter. Ce même fou qu'on retrouvera à la fin, accusant Roblev, enfin Andreï, de l'avoir dénoncé, alors que c'est Kirill qui l'avait dénoncé, etc. Enfin, amusez-vous à refaire, parce que vous avez quand même une construction du film qui est quand même très bien faite. Hein. Et scénaristiquement, c'est admirablement fait. Et ce que vous avez vu, ça a une construction rigide, enfin, je dirais pas rigide, mais radicale. C'est-à-dire, c'est un développement, désir de la liberté et de la légèreté et de s'élever, le ballon, pour arriver à la fin à l'acceptation de la matière, mais non pas en tant qu'elle est la matière, c'est-à-dire surtout pas communiste, mais en tant que la matière est l'expression même de toutes les forces de l'univers. Reprenant une grande idée qui était celle de Tarkovsky, c'est-à-dire de la terre russe et du lien de la terre russe avec l'humidité, avec l'eau, la terre humide de la Russie. Et en effet, à la fin, notre personnage du jeune fabricant de cloches, je ne sais pas, on ne peut pas dire claudiqueur ou clocheur, c'est de découvrir l'argile, c'est-à-dire la terre humide, donc la vraie terre de la Russie, etc. Amusez-vous à voir un film. Vous savez, c'est merveilleux un film quand il est grand, quand c'est un grand film. C'est aussi un amusement, c'est-à-dire un amusement dans le sens où l'imaginaire est mené à son terme
Et en même temps, cet imaginaire est fait pour vous transporter. Il n'est pas fait pour vous ennuyer. Mais il faut entrer dans cet univers et à ce moment-là, vous apercevoir qu'en effet, la construction est d'une parfaite nécessité. C'est de cela dont il est question. Alors maintenant, bon, j'ai un peu parlé beaucoup d'ailleurs. Je vous laisse la parole pour me poser des questions. Bon, je sais bien qu'il est tard, hein. Je le reconnais. On ne va pas trop traîner, mais enfin, justement, raison de plus, si vous avez des questions à poser ou des interventions à faire. Oui, alors attendez une toute petite seconde, parce que je crois qu'on va vous passer un micro, parce que c'est enregistré. Oui. Autant dans le film, je comprends tout à fait le final qui termine sur les peintures de Roublev, autant j'ai pas saisi le sens de l'image vraiment finale en couleur, alors que tout le film est en noir et blanc, sur les chevaux et l'eau. Bon, l'eau, on voit le lien. La pluie. Oui, la pluie, oui. Mais, donc ça, c'est le lien, mais pourquoi les chevaux? Enfin, j'ai pas... Parce que tout simplement, rappelez-vous que les chevaux, le cheval, vous l'avez fait au début, et avec un admirable plan ralenti du cheval qui se retourne sur lui-même. Ah oui, exact. Et oui. Il est tout à fait logique. À partir du moment où Tarkovsky, bien sûr, contre, sans que ce soit dit, la pensée matérialiste, marxiste, soviétique, proclamée, etc., c'est pas une pensée contre c'est pas la pensée, contre la pensée politique directement. C'est plutôt le système même de cette pensée. Et lui est pour la grande pensée russe, on peut dire panthéiste, même si les orthodoxes ont récupéré ces panthéismes dans leur religion, ou dans la religion officielle, mais il est pour ce rapport du religieux à l'univers. Et en particulier, dans le sens, bien sûr, très appuyé sur la Russie en tant que nature, et en tant que cette nature, c'est la terre et la terre humide. Donc, le cheval, c'est la expression à la fois de la force, de l'aventure, d'où l'importance des chevaux dans le film. Vous avez beaucoup de chevaux dans le film. C'est-à-dire, on avance, ce sont les forces vives, les forces animales vives, mais en même temps, ces chevaux sont aussi liés et quand même soumis à la nature. C'est-à-dire, en d'autres termes, on termine par les peintures et on revient au panthéisme qui est à la base de ces peintures, sachant que ces peintures sont quand même des peintures religieuses et parfaitement orthodoxes. Alors là, c'est un sujet qui est très intéressant chez Tarkovsky. C'est que, donc, il est dans lui, là, on est déjà en 60. En 60, donc, Staline est mort en 51, rapport Khrouchtchev, on vient de se libérer un tout petit peu du stalinisme, donc on a un petit air de liberté. Bien sûr, il n'est pas question de faire revenir la religion orthodoxe, etc., mais on commence à l'accepter. De ce point de vue, on voit bien, maintenant parlons un peu cinéma de façon directe et en même temps indirecte, parce que je réponds quand même à votre question, mais de façon directe, on voit bien que dans ce film, l'admiration de Tarkovsky, qui va à un cinéaste, il va à d'autres cinéastes aussi d'ailleurs, mais il va à un cinéaste principal russe, c'est Eisenstein. Il y a beaucoup de plans, et en particulier des plans de bataille, etc., qui renvoient à Eisenstein. Bon, on ne va pas s'amuser, mais c'est très différent parce que ce n'est pas le même montage. Le montage d'Eisenstein est un montage, en particulier du temps du cinéma muet,
Et pour ça, je vous conseille fort d'aller revoir en effet la rétrospective du cinéma soviétique, parce qu'il est quand même capital dans l'évolution même de l'histoire du cinéma. Mais dans le cinéma muet, le cinéma d'Eisenstein, comme celui de Dziga Vertov, quoique différemment, celui de Dovzhenko, qui influence aussi beaucoup Tarkovsky. Mais enfin, disons, Eisenstein, bon, Eisenstein, s'exprime la toute-puissance de la révolution de la pensée matérialiste contre la pensée spiritualiste, donc la pensée orthodoxe. Regardez par exemple les prêtres ou les popes tels qu'ils sont montrés dans le cinéma d'Eisenstein, qui sont toujours des personnages grotesques, dangereux, fourbes, exploiteurs, etc. Bon, il y a une anti-religion d'Eisenstein qui est très violente. Curieusement, Tarkovsky s'inspire d'Eisenstein, mais pour dire le contraire. Pour dire oui, mais la pensée orthodoxe originelle, cette pensée de l'âme russe ou de la terre russe. N'oubliez pas que ça, il faut quand même. Je ne suis pas russe du tout, donc mais je suis un tout petit peu au courant quand même que l'âme russe, c'est la terre russe. C'est la même chose. Ou une chose identique mais sublime. Enfin bon, mais c'est pareil. On est on n'a qu'à relire Dostoïevski, il y a des Dostoïevski aussi dans ce film. On est dans un courant qui vous fait penser obligatoirement ça. Et donc Tarkovsky, en 60, ose dire, en 62, ose m'en faire un film, alors que ils l'ont pas vu, vous savez, la censure matérialiste et communiste, ils n'ont pas vu venir le coup, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que le film était en train de leur dire, finalement, tous ces salauds de prêtres ou de princes qui se servent de la religion pour tuer le peuple, ben, c'est vous, messieurs les communistes. Mais je ne vous le dis pas, et vous n'allez pas le voir. Donc, je ne vous le dis pas. Je vous laisse comme ça, avec votre anti-religion dont vous vous êtes servi et dont vous vous servez dans votre culture telle que vous la développez. C'est très intéressant de voir comment déjà Tarkovsky commence à contester le système tout en ayant l'air, à ce moment-là, de ne pas le dire. Puis après, il va le dire de plus en plus, que ce soit dans Stoker, que ce soit dans Stalker, que ce soit dans Solaris, etc. Mais là, c'est pas encore visible. Alors, je ne sais plus pourquoi, parce que vous m'avez posé une question qui était loin d'être inintéressante. Alors, je ne sais pas si j'ai bien tout à fait répondu, ou entièrement répondu. Bon. Mais moi, d'un seul coup, j'ai l'impression que je n'ai pas totalement répondu. C'est pour ça que ça m'agace. Bon, enfin, bon, si je retrouve pourquoi je n'ai pas répondu, on verra tout à l'heure. Vu que l'heure tourne un tout petit peu, il y a une dernière petite question, peut-être. Ah, parce qu'il faut arrêter. Bon, c'est que je pense qu'il y a des gens qui guettent le dernier métro. On a encore 2 minutes. Bon, d'accord. En plus, ça rebondit sur ce que vous venez de dire, justement, parce que, bon, j'avais vu Le Sacrifice, mais ça s'est estompé. Mais ça, c'est le dernier film. Hein, oui, voilà. Non, mais je veux dire, moi, jusqu'à maintenant, j'avais vu les 2 derniers, et puis là, je viens de découvrir les 2 premiers. Donc je voulais vous demander, est-ce que c'est justement 2 choses. D'abord, est-ce que c'est une constante, est-ce que ça revient ce thème dans l'œuvre de Tarkovsky? On dirait qu'il préfère pas forcément le travailleur manuel, mais disons l'œuvrier. Œuvrier, je veux dire que, comme on dirait, le compagnon, le côté artisan, plus que l'artiste. C'est-à-dire que là, dans le film, comme vous avez dit, on ne voit pas le peintre peindre,
et on voit le fondeur faire sa cloche. Oui, mais Voilà. Et dans l'autre, le violoniste, il avait presque l'air légèrement complexé d'être violoniste par dans le rapport aux premier, autres, alors oui. que l'admirable, c'était celui qui conduisait son rouleau compresseur, quoi. Mais alors, Donc, mais ça c'est différent parce que le premier film qui est un film d'école, entre parenthèses, quand même, vous faites un film d'école, vous sortez de l'école, et vous avez à votre générique d'un côté Konchalovsky, qui est le frère de Mikhail Koff, qui est le collaborateur de Tarkovsky dans ce film-là. Bon, Mikhail Koff, par ailleurs, un peu trop fils du pouvoir et un peu trop aujourd'hui, après avoir été brejnevien, très poutinien. Enfin bon, ça c'est son problème, qui n'est pas un mauvais cinéaste par ailleurs, enfin c'est pas ça. Vous avez donc Konchalovsky, puis remarquez dans le premier film, vous avez quand même un petit compositeur qui s'appelle Khatchatorian. Hein. Quand même. Vous n'avez pas beaucoup de films d'école où vous avez ce niveau-là dans un film d'école. Hein. Bon, ça c'est en passant. Alors, malgré tout, le film d'école est encore un film, justement, qui est obligé de respecter un peu le côté communiste. Alors, moi, je trouve... il a choisi l'acteur qui est vraiment le prototype de l'acteur qui doit représenter le bon ouvrier communiste. Vous savez, il est celui où on voit le générique, la fameuse statue soviétique de l'homme et de la femme portant le drapeau et la faucille, etc. Il est vraiment le prototype de cet ouvrier communiste tout à fait positif, puisque un ouvrier communiste soviétique ne peut être que positif. Donc, et il est absolument positif. Bon, évidemment, ils n'iront pas voir avec l'enfant Tchoukrai, ce qui n'est pas bien, parce qu'un enfant aurait pu aller voir ce film de Donskoy, qui est un très beau film. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que peu à peu, même en plein régime soviétique, c'est-à-dire en pleine guerre froide, là on est en 62, et je crois que c'est en 84-85, ou 82, je ne sais plus très, très précisément, quand il va aller en Italie tourner Nostalgia, et à la fin décide de ne plus jamais rentrer en Russie, alors qu'il est russe totalement et absolument, et donc va terminer en Suède grâce aussi à Bergman. Et là, on a aussi le recours, le rapport à Bergman. Ceci étant dit, dans ce film, il y a un autre rapport que vous n'avez peut-être pas perçu, qui est celui de Rossellini. Et en particulier dans les 11 Fioretti de Saint, où en effet un saint qui est Saint François par la même occasion, et la façon dont Rossellini traite justement de cette espèce d'amour universel qui est caractéristique de Saint François, puisque Saint François aime l'univers, aime les oiseaux, aime les arbres, frère oiseau, je ne sais pas quoi, enfin bon, qui se débrouille avec, mais cette espèce d'humanité religieuse qui s'ouvre à l'univers, qui renvoie évidemment à des origines beaucoup plus anciennes au point de vue religieux, c'est-à-dire des religions qui sont liées à l'univers et à la nature, et du sentiment de ce que pouvait être un être humain face à l'univers, mais qui est aujourd'hui, par exemple, ce que peut être l'être végétal d'un arbre face à l'univers. Je crois qu'un arbre doit avoir aussi des sentiments religieux, mais à sa manière. Bon, il faut comprendre ça. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu non plus à votre question, là je suis en train d'un peu de dériver, mais... Oui. Ah oui, bien sûr. Bah, écoutez, vous allez voir demain soir le sacrifice. Bah, alors là, dans le sacrifice, alors, je vous parlerai un peu plus, si vous voulez, demain matin du cinéma de Tarkovsky, parce que c'est quand même un cinéaste, je répète, très audacieux, toujours plein de
de recherche sur comment utiliser tous les effets du cinéma. Et d'ailleurs, beaucoup de critiques le critiquent sur un formalisme ou un esthétisme très poussé, même sur ce film-là. On peut l'accuser d'esthétisme ou de formalisme. Pour moi, ça ne compte pas. L'écriture seule compte. Est-ce que l'écriture est justifiée et nécessaire ou non? Qu'est-ce que dit l'écriture? Si l'écriture dit réellement les choses qu'elle a à dire, elle n'a pas à être traitée d'esthète. L'esthétisme, c'est de dire des choses, de faire de la beauté avec ce qui n'a pas de nécessité. Quand il y a de la nécessité, la beauté est liée à elle. C'est tout. Alors là, c'est une autre question purement d'esthétique.